Le temps, c'est fascinant, n'est-ce pas? On a tous déjà essayé de comprendre comment il fonctionne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une exploration visuelle vraiment captivante, basée directement sur le texte magistral de Silo, Tiempo, Determinismo et Hasard. L'idée ici, c'est de s'attaquer à ce paradoxe incroyable qui oppose notre concept logique du temps à notre expérience vitale. Bref, on va essayer de décortiquer cette réalité complexe pour rendre l'insaisissable un peu plus limpide. Et pour bien démarrer, quoi de mieux que de lire cette pensée qui résonne depuis 1500 ans. Saint Augustin disait « Je ressens le temps et son écoulement, mais je ne sais que dire quand on me demande « Qu'est-ce que l'écoulement ?» Ça pose tout de suite le décor. Il y a cette friction immense, presque douloureuse, entre le fait de ressentir le temps de manière viscérale à chaque battement de cœur et notre incapacité totale à l'expliquer logiquement avec des simples mots. Allez, on attaque la première partie, la paradossa del tiempo, logique contre expérience. D'un côté, on a le point de vue de la logique. C'est très abstrait et en fait, ça gèle carrément la réalité. C'est un regard qui observe la totalité depuis nulle part, en supposant que l'objet reste parfaitement identique à lui-même, sans bouger. Mais de l'autre côté, il y a l'observateur mobile. Et là, la conscience change. À chaque instant, la réalité se transforme sans arrêt. Tout bouge, tout vit, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Pour comprendre ce chaos, notre logique est obligée de figer le mouvement, de le réduire tristement à un simple concept. Mais attention, cette fonction intellectuelle qui fige le temps, elle est absolument indispensable. Sans nos concepts, le monde serait juste un flux chaotique totalement ingérable. Imaginons un instant, si notre esprit ne s'arrêtait jamais pour cataloguer les choses, les saisons ne se répéteraient pas à nos yeux. Chaque hiver, chaque printemps nous paraîtrait comme un phénomène atrocement inédit. La science n'existerait même pas. Donc le concept agit comme une bouée de sauvetage, une fonction organisatrice primordiale pour éviter que la conscience ne panique face à des variations permanentes. Ce qui nous amène à la suite de l'argumentaire concepto contra experientia, le grand dilemme. C'est vraiment le dilemme ultime pour tous ceux qui étudient la physique ou la philosophie. Si on essaie de conceptualiser le temps pour mieux le cerner, on le fige. Et dès lors, sa vraie nature nous échappe complètement. Parce que la nature, l'univers ne fait littéralement jamais de pause. A l'inverse, si on choisit simplement de l'expérimenter, de le laisser couler naturellement, eh bien ça devient impossible à raisonner ou à verbaliser. On est complètement piégé. Soit on le conceptualise et on le perd, soit on le vit, mais on ne peut plus l'expliquer. Ce qui est super intéressant sur cette diapositive, c'est la nuance linguistique brillante explorée par Silo. En espagnol, il y a une vraie différence entre estar, qui veut dire être fixé là, dans l'espace, et le gérondif estando, qui implique d'être dans le temps. C'est la transformation interne des choses. Un être humain n'existe pas de manière purement statique. Dire qu'un humain simplement est, c'est une erreur qui bloque le mouvement. En réalité, un humain va étant. Il continue d'exister en se transformant sans une seule seconde de répit. Ça rappelle cette citation d'une beauté vertigineuse. Personne ne se baigne deux fois dans le même fleuve. Du point de vue de l'expérience vitale, le temps n'est jamais, au grand jamais, identique à lui-même. L'eau s'écoule, le fleuve change. Ce flux ne s'arrête jamais de couler et d'être différent. Passons maintenant de notre expérience psychologique à la structure même de la réalité, el origen del espacio. Le texte postule une idée fondamentale. Le temps est la fondation absolue. Il y a d'abord un T-1, un temps antérieur à l'existence même de la matière. Ensuite, boum, T2, le maintenant, qui correspond à l'émergence soudaine d'un point dans l'espace. Puis arrive T3, le temps ultérieur qui permet l'expansion de ce point. La déduction est claire, il n'y a jamais eu d'espace sans temps, mais il y a bel et bien eu un temps avant l'apparition de l'espace. En résumé, l'espace lui-même, tout comme le point, ce ne sont que des variations du temps pur. L'espace n'est pas une espèce de grande scène inerte où le temps viendrait jouer sa pièce. Non, l'espace est une pure création, une expression directe de la signification temporelle. Et cela nous mène tout droit à notre quatrième partie, El latido del universo, le cœur battant du cosmos. Et ça illustre brillamment la façon dont Silo utilise la métaphore des divinités hindoues pour expliquer le mécanisme du flux universel. D'abord, l'énergie se différencie, elle s'éloigne d'elle-même, c'est la force de destruction de Shiva. Ensuite, cette même énergie se concentre pour devenir matière, c'est la création, Brahma. Et enfin, le lent développement de ces éléments, leur synthèse, c'est la conservation, Vishnu. L'univers tout entier danse sur le rythme de ces trois phases. C'est ce flux et reflux continu, au cœur même du temps, qui dicte toute existence. L'énergie s'éloigne de son centre, elle se concentre, puis elle se fiche temporairement sous forme de matière, et après, la matière se différencie à nouveau pour redevenir de l'énergie libre. Absolument chaque phénomène dans l'univers n'est que l'expression de cette majestueuse pulsation temporelle. Abordons maintenant un concept clé, tiempos relativos en sistemas.
Car oui, le temps n'est pas du tout une couverture uniforme. Il existe des temps bien distants. Le temps de notre conscience, par exemple, avec ses souvenirs, ses projections dans le futur, il ne s'écoule pas à la même vitesse que le temps rigide d'un mécanisme. Et tout ça diffère encore du temps cosmique. Chaque phénomène possède son propre temps, dicté par sa position exacte au sein du système auquel il appartient. Donc, le point crucial ici, c'est cette loi des systèmes. À l'intérieur d'un système fermé, disons une cellule, le mouvement est totalement relatif à cet intérieur. On ne le voit pas de l'extérieur. Mais cette dynamique interne s'accumule, jusqu'à ce qu'une variation d'énergie provoque une rupture. La tension devient trop forte, elle brise l'enveloppe du système et force l'intégration dans une structure beaucoup plus vaste. Prenons une image toute simple, comme un ballon rempli d'hydrogène qu'on lâche dans le ciel. En montant, la pression de l'air diminue. La tension entre l'intérieur du ballon et son environnement change radicalement. Et paf, le système éclate. Ça nous prouve que la mobilité d'un phénomène n'est jamais isolée. Elle dépend entièrement de ses relations avec d'autres systèmes, qui eux-mêmes sont en perpétuel changement. Alors comment donner du sens à tout ça? C'est notre dernière partie, Comprendiendo la realidad. La méthode définitive proposée par Silo pour démêler cette complexité, c'est l'analogie morphologique temporelle. Alors oui, ça sonne comme un gros terme technique, mais l'idée de base est lumineuse. La réalité ne peut pas être comprise par une simple analyse statique. Le seul et unique moyen de vraiment saisir les phénomènes, c'est de comparer leur structure formelle, tout en observant attentivement comment elles évoluent et s'écoulent dans le temps. Ce qui nous amène à cette réflexion finale assez vertigineuse. Si notre conscience humaine n'est finalement qu'un tout petit souffle éphémère dans le flux gigantesque de l'univers, comment notre esprit peut-il espérer capturer et mesurer le temps sans étouffer son battement vital sous le poids d'un concept figé? Eh bien voilà un paradoxe fascinant qui mérite qu'on s'y attarde bien après la fin de ce décryptage.